Le moment où Emma a attrapé le micro à notre réunion des 20 ans du lycée et a annoncé « Soyons honnêtes, Sarah est trop pauvre pour être ici », avec ce rire parfaitement répété. Le silence s'est fait dans la salle. 200 personnes, toutes sur leur 31, tenant des coupes de champagne, me dévisageant comme si j'étais un chien errant qui s'était égaré dans un yacht club. Mon fiancé David s'est crispé à côté de moi et a chuchoté « Nous devons partir, maintenant ». Mais je ne pouvais pas bouger. Je suis restée là, debout dans ma robe, celle qu'Emma avait commentée plus tôt, avec un sourire apitoyé, disant qu'elle était mignonne, sur ce ton qui voulait dire tout le contraire. Ce qu'Emma ne savait pas, ce que personne dans cette salle de bal ne savait, c'est que 6 mois plus tôt, j'avais gagné 40 millions de dollars à la loterie, et j'étais sur le point de m'assurer qu'elle la prenne. Avant de continuer l'histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin d'atteindre 1000 abonnés pour pouvoir continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci chaque jour. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. J'ai rencontré Emma quand nous avions 7 ans et j'ai cru avoir gagné à la loterie de l'amitié. Ironique, vu les circonstances. Elle vivait dans la plus grande maison de notre rue, celle avec l'allée circulaire et la piscine à l'arrière, tandis que ma famille louait un duplex à 3 pâtés de maisons de là, où l'on pouvait entendre les voisins se disputer à travers les murs. Emma avait tout, les vêtements, les jouets, les fêtes d'anniversaire avec de vrais poneys. Et pour une raison que j'ignore, elle m'a choisie pour être sa meilleure amie. J'étais si reconnaissante. C'est ça que personne ne vous dit sur les amitiés inégales. Vous passez tellement de temps à être reconnaissante que la fille populaire vous ait choisi que vous ne remarquez pas que vous passez une audition pour le rôle chaque jour. Emma venait chez moi et réorganisait mon placard parce que « Je sais ce qui te va bien, Sarah ». Elle préparait ma tenue pour la photo de classe et je portais exactement ce qu'elle choisissait parce qu'elle avait du goût. Et pas moi, n'est-ce pas? Quand nous allions au centre commercial, elle payait ma glace et s'assurait de l'annoncer assez fort pour que les autres filles l'entendent. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe », disait-elle avec ce sourire bienveillant, comme si elle dirigeait une œuvre de charité. Je la remerciais profusément et elle balayait ça d'un geste de la main. C'est ce que font les meilleurs amis. Mais les meilleurs amis ne tiennent pas les comptes mentalement, et Emma, elle, tenait absolument les comptes. Chaque faveur, chaque prêt d'un t-shirt, chaque fois que sa mère me ramenait événement en voiture, tout allait dans ce registre invisible qu'elle encaissait dès qu'elle avait besoin de quelque chose. « Tu te souviens quand je t'ai acheté ce bretzel? » disait-elle quand elle voulait que je la couvre auprès de ses parents ou que je fasse ses devoirs. Je ne voyais pas les signaux d'alarme parce que j'avais 7 ans, puis 10, puis 13, et à ce moment-là, le schéma était si bien établi qu'il me semblait normal. Je pensais que j'avais de la chance d'avoir une amie comme Emma. Je pensais que le problème venait de moi, que je n'avais pas assez à offrir en retour. Je pensais que j'étais le cas social, et elle, la sainte qui me tolérait. C'est au lycée qu'Emma a vraiment pris le pouvoir, et je suis devenue son actrice de second rôle à plein temps. Elle a été reine du bal de promo en première et en terminale. Elle est sortie avec Tyler Brennan, le quarterback, qui avait l'air d'avoir été créé avec Photoshop. Elle avait les cheveux parfaits, la voiture parfaite que ses parents lui avaient achetée pour son 16e anniversaire, la vie parfaite. Et j'étais la meilleure amie loyale qui tenait son sac à main aux fêtes, qui la couvrait quand elle faisait le mur, qui faisait ses devoirs de calcul pendant qu'elle était trop occupée à se faire aduler. Je me disais que ça ne me dérangeait pas. Je me disais que c'était ça, l'amitié, le sacrifice et le soutien. Mais les incidents s'accumulaient, chacun étant une petite coupure de papier que j'ignorais jusqu'à ce que je sois couverte de cicatrices. Emma oubliait de me garder une place au déjeuner, alors je finissais par manger à la bibliothèque. Elle empruntait mes idées pour le cours d'anglais. Je parle de concepts entiers que je développais avec elle. Puis les présentais comme les siennes et obtenais un A tandis que j'obtenais un B-, pour mon idée de secours. Quand je l'ai confrontée une fois, elle a ri et a dit « Tu devrais être flattée. Tes idées sonnent mieux quand elles viennent de moi de toute façon. » Le pire, c'était le bal de promo de première. Je parlais à Jake Martinez depuis des mois. Il était adorable, un peu timide, et il m'avait enfin invité au bal. J'étais tellement excitée que j'ai fait l'erreur de le dire à Emma. 2 jours plus tard, elle a coincé Jake après l'entraînement et a usé de sa magie.
À la fin de la semaine, Jake emmenait Emma au bal. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a haussé les épaules et a dit « Il est trop bien pour toi de toute façon, Sarah, mais ne t'inquiète pas, je m'assurerai qu'il te traite bien quand j'en aurai fini avec lui. » Comme si elle me rendait service, comme si je devais la remercier de m'avoir volé mon cavalier et de m'avoir promis ses restes. Et vous savez quoi? Je lui ai pardonné. Je lui pardonnais toujours parce que c'est ce que font les meilleurs amis. Je suis allée au bal seule, je l'ai regardé danser avec Jake toute la nuit et je me suis convaincue qu'elle avait raison. Il était trop bien pour moi et Emma veillait simplement sur moi à sa manière. C'est ce que fait la maltraitance. Elle vous transforme en avocat de la défense de vos propres mauvais traitements. Après le diplôme, nos vies se sont séparées comme une fourche sur la route, sauf qu'un chemin était pavé d'or et l'autre tenait avec du ruban adhésif et des vœux pieux. Emma est allée dans une université privée coûteuse que ses parents ont payée en totalité. Pas de prêts étudiants, pas de travail pendant les études, juste la vie de sororité et les vacances de printemps à Cabo. À 23 ans, elle avait épousé Marcus, un capital risqueur qui portait des costumes coûtant plus cher que mon loyer mensuel. Le mariage était grandiose. Country club, sculpture de glace, une robe de créateur qui avait son propre compte Instagram. J'étais demoiselle d'honneur, ce qui semble être un honneur jusqu'à ce que vous réalisiez que j'ai dû payer ma propre robe, 400 $, plus la coiffure, le maquillage, le voyage d'enterrement de vie de jeune fille à Miami et un cadeau de mariage. J'ai maximisé ma carte de crédit et j'ai dit à Emma que ce n'était pas grave quand elle a dit « Ne t'inquiète pas, tu seras si belle sur les photos que ça en vaudra la peine. » Pendant ce temps, je suis allée à l'université communautaire parce que c'est ce que je pouvais me permettre. Je travaillais dans la vente au centre commercial, pliant des vêtements qui coûtaient ce que je gagnais en une semaine, me faisant crier dessus par des clients qui ne me voyaient même pas. Je joignais les deux bouts, vivant dans un studio avec un radiateur qui cliquetait toute la nuit et un propriétaire qui mettait 3 mois à réparer quoi que ce soit. Les réseaux sociaux d'Emma sont devenus un florilège de sa vie parfaite, vacances à Bali et à Paris. Sac sa main de créateur nonchalamment jeté sur des comptoirs en marbre, sa maison immense avec une cuisine de chef dans laquelle elle ne cuisinait jamais, elle et Marcus à des galas de charité, semblant sortis d'un magazine. La comparaison était constante et écrasante. Je faisais défiler ces photos tard dans la nuit, après un service où j'avais été debout pendant 8 heures, et j'avais l'impression d'avoir échoué dans la vie, comme si nous étions partis du même point et qu'elle avait découvert le secret, pendant que je tâtonnais encore dans le noir. Je n'ai jamais considéré qu'on lui avait peut-être tout servi sur un plateau d'argent. Je pensais que le problème, c'était moi, que je n'étais pas assez intelligente, assez ambitieuse, assez digne. C'est ce que les gens comme Emma vous font. Ils font passer leurs avantages pour des réussites et vos difficultés pour des défauts de caractère. Le truc avec la cruauté d'Emma, c'est qu'elle n'était jamais assez évidente pour qu'on la dénonce. Elle était enveloppée d'inquiétude, servie avec un hochement de tête compatissant et une main sur mon bras. « Je m'inquiète pour toi, Sarah », disait-elle autour d'un café. Un café dans des endroits qu'elle choisissait. Des cafés chers où un latte coûtait 12 $. As-tu pensé à trouver un meilleur travail? Tu es si intelligente, tu pourrais faire tellement plus. Comme si je travaillais dans la vente parce que j'aimais être fauchée, pas parce que je remboursais encore mes prêts universitaires. Une fois, elle a même dit « Tu sais, Marcus a un ami qui a besoin d'une femme de ménage. Je pourrais glisser un mot pour toi. La paye est vraiment bonne. » Elle l'a dit comme si elle m'offrait une opportunité de carrière, pas comme si elle me suggérait de récurer les toilettes de son cercle social. Les prêts étaient le pire. Emma proposait de m'aider financièrement. Ce qui semble généreux jusqu'à ce que vous réalisiez que chaque prêt était assorti de conditions. Elle oubliait que je l'avais remboursé et mentionnait l'argent que je lui devais encore, devant d'autres personnes, ou elle en reparlait des mois plus tard quand elle voulait quelque chose. « Tu te souviens quand je t'ai aidé avec le loyer cette fois-là? » Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi de l'avoir remboursé intégralement, mais la mémoire d'Emma était en quelque sorte plus sélective. Elle choisissait des restaurants chers pour nos déjeuners, commandait des entrées et du vin, puis quand l'addition arrivait, elle disait « On n'a qu'à diviser en deux, c'est plus simple. » Plus simple pour elle, peut-être.
Je finissais par payer 60 $ pour une salade que je ne voulais pas alors qu'elle avait pris le steak et 3 martinis. Mes autres amis ont commencé à le remarquer. Jessica, que j'avais rencontrée au travail, l'a finalement dit sans détour après avoir rencontré Emma. « Cette femme n'est pas ton amie. Elle te parle comme si tu étais un projet, pas une personne. » Mais j'ai défendu Emma. J'ai toujours défendu Emma. « Tu ne la connais pas comme moi, disais-je. Elle essaie juste d'aider, elle a de bonnes intentions. » La vérité, c'est que je savais que quelque chose n'allait pas. Je le sentais chaque fois que nous passions du temps ensemble, cette oppression dans ma poitrine, cette fatigue après avoir passé du temps avec elle. Mais je ne pouvais pas mettre un nom dessus, car le nommer signifiait admettre que j'avais perdu 20 ans avec quelqu'un qui ne s'était jamais vraiment soucié de moi. Cela signifiait admettre que j'avais été un accessoire dans la performance de générosité de quelqu'un d'autre. Alors j'ai continué à trouver des excuses, à être présente, à la laisser me traiter comme un cas social qu'elle était trop bonne pour abandonner. Je crois qu'une partie de moi pensait que si je pouvais juste prouver que j'en valais la peine, elle me traiterait enfin comme son égale. Je n'avais pas réalisé qu'Emma avait besoin que je sois inférieure. C'était tout l'intérêt de notre amitié. 6 mois avant la réunion, j'ai fait ce que je faisais tous les vendredis. Je me suis arrêtée à la station-service en rentrant du travail et j'ai acheté un seul ticket de loterie. 2 $. C'était mon unique plaisir, mon petit rituel fantaisiste. Je choisissais des numéros au hasard, je fourrais le ticket dans mon portefeuille et je l'oubliais jusqu'à la semaine suivante où je le jetais et en achetais un nouveau. Je ne les vérifiais jamais. C'était plus pour le rêve que pour la réalité. Mais ce vendredi-là, David m'a demandé de vérifier le ticket avant de le jeter. Il a toujours été plus pragmatique que moi, disant toujours « On ne sait jamais ». Alors j'ai cherché les numéros gagnants sur mon téléphone pendant que nous mangions des plats chinois à emporter sur le canapé. J'ai regardé mon ticket et la pièce a commencé à tourner. Les 6 numéros correspondaient, tous les 6. J'ai vérifié 3 fois, puis 4. Puis j'ai tendu mon téléphone et le ticket à David et j'ai dit « Est-ce que je lis bien? » Son visage s'est devenu blanc. 40 millions de dollars. C'est ce que nous avions gagné. 40 millions de dollars. Les heures suivantes ont été un tourbillon de panique et d'incrédulité. Nous avons appelé la commission des loteries à 8 heures du matin. Impossible de dormir, impossible de penser à autre chose. Ils ont confirmé. Nous avons conduit jusqu'à leur bureau dans un état second, signé des papiers, été mis en contact avec des avocats et des conseillers financiers qui m'ont soudainement traité comme si j'étais faite de verre et d'or. Ils ont créé un fonds en fiducie, expliqué les implications fiscales, nous ont raconté des histoires d'horreur sur des gagnants de loterie qui avaient tout perdu ou avaient été harcelés par toutes les personnes qu'ils avaient connues. C'est là que David et moi avons pris la décision. Nous ne le disons à absolument personne, pas à mes parents, pas à mes collègues, pas à Emma, surtout pas à Emma. Les raisons semblaient être évidentes. Nous voulions nous protéger des gens qui sortiraient de nulle part pour demander de l'argent. Nous voulions voir qui se souciait vraiment de nous par rapport à ceux qui se soucieraient soudainement de nous une fois qu'ils sauraient. David a dit quelque chose qui m'a marqué. L'argent ne change pas les gens, il révèle simplement qui ils ont toujours été. Mais plus que ça, j'ai réalisé que je ne voulais pas être traitée différemment. J'avais passé toute ma vie à être traitée comme si j'étais inférieure, parce que j'avais moins. L'idée d'être traitée différemment parce que j'avais plus me semblait tout aussi déshumanisante. Juste une cage différente. Je voulais savoir ce que ça faisait de se déplacer dans le monde en étant juste moi, pas Sarah la pauvre ou Sarah la riche. Juste Sarah. Alors nous avons continué à travailler. J'ai donné ma démission discrètement, prétendant avoir trouvé un poste à distance. David a continué à enseigner. Nous avons continué à vivre dans notre appartement pendant quelques mois de plus, pendant que nous organisions notre prochain déménagement. La seule chose que nous avons faite immédiatement a été de rembourser l'hypothèque de mes parents grâce à un programme de subvention anonyme. Voir ma mère pleurer au téléphone à propos de ce miracle m'a fait pleurer aussi. Mais sinon, nous vivions comme si rien n'avait changé, sauf que tout avait changé. Je regardais les publications Instagram d'Emma sur son nouveau sac Prada ou son week-end dans les Hamptons et je ne ressentais rien, pas d'envie, pas d'inadéquation, juste cette compréhension cristalline que rien de tout cela n'avait d'importance.
J'avais plus d'argent qu'elle, et je me sentais libre d'une manière qui n'avait rien à voir avec le compte en banque. J'étais enfin libérée du besoin de son approbation. Mener une double vie est plus étrange qu'on ne le pense. J'ai continué à aller travailler pendant 3 semaines de plus après avoir gagné, souriant pendant mes services, pliant les mêmes t-shirts que j'avais pliés 1000 fois. J'avais déjà donné ma démission à mon manager en privé, citant une opportunité à distance avec un meilleur salaire. Mais pour tout le monde, j'étais toujours juste Sarah qui travaillait au centre commercial. David a continué à donner ses cours d'anglais au lycée, corrigeant des copies à notre table de cuisine comme toujours. Nous vivions toujours dans le même appartement exigu avec le robinet qui fuyait et que je devais réparer depuis 6 mois, sauf que maintenant nous passions nos soirées à regarder des maisons à 1 million de dollars dans différents États, planifiant notre évasion. Je conduisais toujours ma Honda de 10 ans avec la bosse sur le pare-choc et le voyant de contrôle du moteur qui était allumé depuis si longtemps que j'avais commencé à le considérer comme une décoration de tableau de bord. La seule folie que nous nous sommes permise immédiatement a été de rembourser l'hypothèque de mes parents. Nous avons trouvé un obscur programme de subvention qui fournissait une aide au logement aux résidents de longue date, falsifié quelques documents avec l'aide de notre avocat, tout à fait légal techniquement, et fait croire que mes parents avaient gagné leur propre loterie. Quand ma mère m'a appelé en sanglotant à propos du miracle, comment ils avaient été choisis parmi des milliers de candidats, j'ai dû faire semblant d'être surprise. C'était difficile. Mentir aux gens qu'on aime est difficile, même quand on fait quelque chose de bien. Mais la liberté était enivrante. La liberté de savoir que je n'aurais plus jamais à vérifier mon solde bancaire avant de faire les courses, plus jamais à choisir entre payer le loyer ou réparer ma voiture, plus jamais à sourire à un client qui me hurle dessus à propos d'une politique de retour. Le fardeau, cependant, était le secret lui-même. Il pesait sur ma poitrine comme une pierre, lourd et étrange. Je voyais des gens que je connaissais, et je devais me souvenir de me plaindre d'argent, de jouer le rôle. Je faisais défiler le compte Instagram d'Emma, son dernier sac Chanel, son week-end dans un complexe exclusif, ses publications faussement modestes sur sa chance, et je ne ressentais absolument rien. Pas d'envie, pas d'inadéquation, pas de désir d'avoir ce qu'elle avait, juste de la clarté, une clarté cristalline, presque inquiétante. Elle m'avait fait la démonstration de sa richesse pendant 20 ans, l'utilisant comme une arme pour me maintenir à ma place, et maintenant j'en avais plus qu'elle, et elle n'en avait aucune idée. Je n'étais même pas heureuse d'en avoir plus. J'étais juste soulagée de la voir enfin clairement, comme si quelqu'un avait essuyé la buée d'un miroir. Elle n'était pas brillante et généreuse. Elle était peu sûre d'elle et cruelle, et j'en avais fini de passer des auditions pour son approbation. David était la seule personne au courant pour l'argent, et ce simple fait me disait tout sur pourquoi je l'aimais. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 1 an, et il m'avait aimé quand je mangeais des nouilles instantanées 4 soirs par semaine et que je me coupais les cheveux moi-même pour économiser de l'argent. Il était professeur d'anglais au lycée. Stable, observateur, le genre de personne qui remarque quand vous changez votre commande de café ou quand vous faites semblant d'aller bien. Lorsque l'invitation à la réunion est arrivée, sa première réaction a été « Tu n'as rien à prouver à ces gens. » Nous étions assis dans le lit, et il avait vu mon visage quand j'ai ouvert l'enveloppe. J'avais essayé de faire comme si de rien n'était, mais David me connaissait trop bien. Au cours des semaines suivantes, alors que je débattais de l'opportunité d'y aller, il est devenu plus direct au sujet d'Emma. « Elle ne te traite pas comme une amie, Sarah. Elle te traite comme un accessoire, comme un miroir qu'elle brandit pour se mettre en valeur. » Je me suis mise sur la défensive, ce que je faisais toujours quand quelqu'un critiquait Emma. « Tu ne comprends pas notre histoire. Nous sommes amis depuis l'âge de 7 ans. » David avait soupiré. Ce soupir patient de professeur qu'il utilisait quand un élève faisait preuve d'une mauvaise foi délibérée. « Je comprends que tu supportes sa cruauté depuis l'âge de 7 ans. Ce n'est pas de l'amitié, c'est une prise d'otage à long terme. » Il avait rencontré Emma une poignée de fois au fil des ans, des dîners à 4 maladroits, des dîners d'anniversaire auxquels j'avais insisté pour qu'il vienne. À chaque fois, il l'avait observé avec cette inquiétude silencieuse, de la même manière qu'on regarderait quelqu'un jongler avec des couteaux. Après le dernier dîner,
où Emma avait passé 2 heures à parler de la rénovation de sa maison et avait fait 3 commentaires distincts sur notre petit appartement douillet, David avait dit « Je ne pense pas qu'elle t'apprécie vraiment. Je pense qu'elle aime le fait que tu la fasses se sentir supérieure. » Ça m'avait piqué au vif parce que c'était vrai. Mais je n'étais pas prête à lâcher prise. Une partie de moi avait besoin d'aller à cette réunion, besoin de voir si les choses avaient changé, si Emma serait différente maintenant que nous étions adultes. J'ai dit à David que je voulais lui donner une dernière chance. Sa réponse a été douce mais ferme. Ils n'ont pas changé, Sarah. L'argent ne change pas qui ils sont. Il te montre simplement qui ils ont toujours été. Tu ne vas pas à cette réunion pour voir si Emma est différente. Tu y vas pour te prouver que tu n'es pas l'amie pauvre et pathétique qu'elle t'a toujours fait sentir que tu étais. Mais tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Tu n'en as jamais eu besoin. Il n'avait pas tort, mais j'y allais quand même. J'ai passé 2 semaines à hésiter à aller à cette réunion. Une partie de moi voulait l'éviter complètement, simplement supprimer l'invitation et passer à autre chose avec ma nouvelle vie. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé 20 ans à essayer de mériter l'approbation d'Emma, était curieuse. Serait-elle différente? Est-ce que l'un de ces gens se souviendrait de moi comme étant plus que le cas social d'Emma? Est-ce que quelqu'un se soucierait de moi en tant que personne à part entière? J'ai décidé d'y aller, mais de manière stratégique. J'ai acheté une robe qui coûtait 3 000 $ mais qui avait l'air simple, élégante, discrète, le genre de choses qui murmurent l'argent au lieu de le crier. Bleu marine, parfaitement coupée, sans étiquette visible. Je voulais avoir l'air bien sans donner de munitions à Emma. David a accepté de venir comme soutien moral, bien qu'il ait clairement exprimé ses sentiments. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 40 minutes et il a proposé de faire demi-tour au moins 5 fois. « On peut encore partir », disait-il à chaque feu rouge. « On peut aller manger une pizza et faire comme si tout ça n'était jamais arrivé. » J'ai secoué la tête. J'ai besoin de le faire. J'ai besoin de lui donner une dernière chance d'être une vraie amie. David a tendu la main et a serré la mienne, mais n'a pas insisté. Il savait que je devais aller jusqu'au bout, que je devais clore ce chapitre moi-même. Quand nous sommes arrivés sur le parking de la salle de bal de l'hôtel, j'ai tout de suite vu la voiture d'Emma, un SUV Mercedes blanc avec une plaque d'immatriculation personnalisée qui disait « Blessed ». Mon estomac s'est noué. Soudain, j'avais de nouveau 7 ans, debout devant sa grande maison à l'allée circulaire, espérant qu'elle voudrait bien jouer avec moi. David a mis la voiture au point mort et m'a regardé. Dernière chance de s'enfuir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attrapé mon sac à main, le Birkin que j'avais acheté sur un coup de tête mais que j'avais eu trop peur de porter n'importe où. Ce soir semblait être le bon moment pour l'inaugurer. Allons-y. Nous avons marché vers l'entrée, mes talons claquant sur le trottoir, et je pouvais entendre la musique et les rires qui s'échappaient de l'intérieur. J'étais sur le point d'entrer dans une pièce pleine de gens qui se souvenaient de moi comme de Sarah la pauvre, et aucun d'entre eux n'avait la moindre idée que tout avait changé. La question était, avaient-ils changé, ou étais-je sur le point de confirmer ce que David me disait depuis le début? Entrer dans cette salle de bal, c'était comme pénétrer dans un diagramme vivant de la hiérarchie sociale. La salle s'était déjà divisée d'elle-même. Les gens qui avaient réussi se regroupaient près du bar dans leurs vêtements de marque et leurs montres de luxe, riant bruyamment de leur résidence secondaire et de leur portefeuille d'action, tandis que les gens ordinaires se rassemblaient vers le fond, bien habillés mais sans extravagance, parlant de leurs enfants et de leur travail. J'ai vu Emma immédiatement. Elle tenait salon dans la section des gens qui avaient réussi, bien sûr, entourée des mêmes personnes qui l'adulaient au lycée. Elle m'a repéré au même moment, et j'ai vu son visage faire cette chose, cette micro-expression de mécontentement, comme si elle venait de sentir quelque chose de désagréable, avant que le masque ne se remette en place et qu'elle n'affiche son sourire. Elle s'est précipitée vers moi, les bras ouverts, pour une étreinte qui n'était que pure performance. « Sarah! Oh mon Dieu! Tu es venue! » L'étreinte fut brève et raide, et j'ai senti ses yeux scanner ma tenue par-dessus mon épaule. Quand elle s'est reculée, son inspection était évidente. Son regard a voyagé de mes chaussures à ma robe, puis à mon sac, calculant, évaluant. « C'est une robe tellement mignonne, » a-t-elle dit, et je savais ce qui allait suivre. « Où l'as-tu trouvée? »« Chez Target. » J'ai souri. « Juste une petite boutique. »
La main de David a trouvé le creux de mes reins, stable et rassurante. Les yeux d'Emma se sont tournés vers lui avec un dédain à peine dissimulé. Elle n'avait jamais aimé que j'aie trouvé quelqu'un qui m'aimait vraiment. Puis elle a attrapé mon bras et m'a entraîné vers son groupe. Tout le monde, voici Sarah, ma plus vieille amie. Elle en a bavé au fil des ans, mais on l'aime quand même, n'est-ce pas? La condescendance n'était même pas subtile. Elle était là, dans son ton, dans les regards apitoyés de ses amis, dans la manière dont elle se positionnait comme ma sauveuse. J'ai senti la main de David se resserrer dans mon dos, une question silencieuse. « Veux-tu partir? » J'ai légèrement secoué la tête. La première heure fut une masterclass de la cruauté particulière d'Emma. Elle n'arrêtait pas de proposer de me payer des verres, bruyamment, s'assurant que tout le monde entende à quel point elle était généreuse. « Laisse-moi te l'offrir, Sarah. C'est ma tournée. » Elle parlait par-dessus moi chaque fois que j'essayais de parler, redirigeant les conversations vers elle et sa vie parfaite. À un moment donné, elle a rassemblé tout le monde et a chuchoté sur un ton de confidence. Nous devons nous rappeler que tout le monde n'a pas eu autant de chance que nous. Certaines personnes ont encore des difficultés, et ce n'est pas grave. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant cela. J'ai souri et siroté mon champagne, que j'avais payé moi-même malgré ses protestations, et j'ai pensé aux 38 millions de dollars qui dormaient sur mon compte en banque. Juste quelques heures de plus. Je pouvais tenir quelques heures de plus. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la performance d'Emma a atteint de nouveaux sommets. Elle tenait salon au centre de la pièce, téléphone à la main, montrant à tout le monde des photos de la rénovation de sa maison. La cuisine coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Elle s'est assurée de mentionner le chiffre exact à 2 reprises. Puis sont venues les photos de Santorin, elle et Marcus sur un yacht, elle dans un bikini de créateur qui coûtait probablement ce que je gagnais en une semaine. Elle n'arrêtait pas de brandir son poignet sous le nez des gens pour montrer son nouveau bracelet Cartier, un cadeau de Marcus pour leur anniversaire. Chaque histoire, chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre à l'argent. Elle s'est assurée que tout le monde sache que Marcus venait d'être nommé associé dans son cabinet. Elle a cité des noms de restaurants dont je n'avais jamais entendu parler et de clubs privés avec des listes d'attente s'étalant sur des années. « On pense acheter une maison dans les Hamptons », a-t-elle annoncé à personne en particulier. « Juste une petite maison de plage. Tu sais, pour les week-ends. » Et dans chaque conversation, elle trouvait un moyen de faire référence à mes difficultés. Sarah est si courageuse, elle travaille encore dans la vente, a-t-elle dit à un groupe d'anciens camarades de classe. En fait, je travaillais dans le marketing avant de démissionner, mais Emma n'écoutait jamais rien de ce que je disais. L'appartement de Sarah est si douillet, minuscule, mais douillet. Elle disait douillet, comme on dirait insalubre. Chaque commentaire l'était précisément conçu pour se positionner au-dessus de moi et moi en dessous d'elle, comme si elle disposait des pièces d'échecs. J'ai vu les gens commencer à se sentir mal à l'aise. Jennifer, avec qui j'étais amie au lycée, a croisé mon regard avec une expression d'horreur. Un type nommé Tom, qui avait été dans l'équipe de débat, a même dit « Emma, peut-être que… » Mais elle a parlé plus fort que lui. David s'est penché vers moi et a chuchoté « On peut y aller, tout de suite. On peut juste partir. » Mais quelque chose d'étrange se passait en moi. Au lieu de me sentir humiliée ou en colère, je me sentais calme, étrangement calme. Je regardais Emma jouer son rôle et pour la première fois en 20 ans, je le voyais exactement pour ce qu'il était. Du désespoir, de l'insécurité, une femme si vide à l'intérieur qu'elle avait besoin de se remplir en rabaissant les autres. J'ai siroté mon champagne et j'ai souri. « Pas encore », ai-je chuchoté à David. « Je veux voir jusqu'où elle ira. » Le moment est venu pendant la partie des toasts de la soirée. Le comité d'organisation avait installé un microphone pour quiconque voulait partager des souvenirs ou faire des annonces. Quelques personnes avaient déjà parlé, des histoires drôles sur le lycée, des nouvelles de camarades de classe qui n'avaient pas pu venir, la nostalgie habituelle. Puis, Emma, qui avait bu au moins 4 coupes de champagne, a attrapé le microphone. « Je voudrais juste dire quelques mots », a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans la salle de bal. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Elle était dans son élément, au centre de l'attention. Les projecteurs exactement là où elle les voulait. D'abord,
Merci à tous d'être venus ce soir. C'est tellement merveilleux de voir tout le monde et de voir le chemin que nous avons tous parcouru. Elle a fait une pause pour l'effet, souriant à travers la salle. Je pense qu'il est important que nous prenions un moment pour apprécier ce que nous avons. Nous sommes tous si chanceux, n'est-ce pas? Certains d'entre nous plus que d'autres, bien sûr. Quelques personnes ont ri, pensant qu'elle faisait de l'autodérision. Ce n'était pas le cas. Et je veux adresser une mention spéciale à ma plus vieille amie, Sarah, qui est venue ce soir même si je sais que les temps ont été durs. Elle a pointé le doigt directement sur moi. Mon sang s'est glacé. Certains ont ri, pensant que c'était gentil, pensant qu'Emma allait dire quelque chose de touchant sur la persévérance ou l'amitié. Puis Emma a continué, son sourire s'élargissant. Soyons honnêtes, Sarah était trop pauvre pour être ici dans un endroit comme celui-ci, mais c'est à ça que servent les amis, à s'entraider, n'est-ce pas? Elle a levé son verre comme si elle venait de porter un toast réconfortant, comme si elle avait fait quelque chose de magnanime et de beau. La salle est devenue complètement silencieuse, le genre de silence qui absorbe le son, qui fait bourdonner les oreilles. 200 personnes, toutes me fixant, certaines avec pitié, certaines avec choc, certaines avec une gêne par procuration si intense qu'elles regardaient le sol. J'ai senti chaque regard sur moi comme un poids physique. L'humiliation était complète, publique et délibérée. Emma venait d'annoncer à tout le monde de notre lycée que j'étais trop pauvre pour être ici, que j'étais un cas social, qu'elle était une sainte de tolérer ma présence. Elle m'avait mise à nu devant tout le monde, et elle se tenait là, souriante, comme si elle venait de me rendre un service. Je ne pouvais pas bouger. Je suis restée là, figée, ma coupe de champagne à la main, et mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Le bras de David m'a immédiatement entourée, essayant de me guider vers la sortie. « Allons-y, dit-il doucement. Maintenant, on s'en va. » Mais mes pieds ne voulaient pas bouger. Emma m'était toujours au micro, arborant ce sourire satisfait, comme si elle venait de réussir un sketch comique plutôt qu'une exécution publique. Elle avait l'air si contente d'elle, si certaine d'avoir trouvé le mélange parfait d'humour et de charité. Certaines personnes riaient nerveusement, ne sachant pas si elles devaient trouver ça drôle. D'autres avaient l'air absolument horrifiées, leur visage figé dans des expressions de choc et de gêne par procuration. Marcus, le mari d'Emma, avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'avale. Il a attrapé le bras d'Emma, essayant de lui prendre le micro. « Em, ça suffit. Donne-moi le micro. » Elle l'a repoussé d'un geste agacé. « Quoi? Je suis juste honnête. Sarah sait que je l'aime. » Jennifer, qui m'avait lancé des regards compatissants toute la soirée, s'est précipitée. « Oh mon Dieu, Sarah, je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à croire qu'elle... » La pitié dans ses yeux était pire que l'humiliation. Tout le monde me regardait comme si j'étais un animal blessé, quelque chose de pathétique et de brisé qu'il fallait achever. J'ai senti la main de David sur mon dos, douce mais insistante. « Sarah, tu ne dois rien à ces gens. Partons, c'est tout. » Et c'est là que quelque chose s'est déclenché en moi. Il avait raison. Je ne devais aucune explication à ces gens. Je ne leur devais ni mon histoire, ni ma dignité, ni ma défense. Mais je me devais quelque chose à moi-même. Je me devais la satisfaction de ne pas m'enfuir. Je me devais la satisfaction de regarder le visage d'Emma quand elle réaliserait à quel point elle avait tort. J'avais passé 20 ans à être la petite Sarah, la pauvre Sarah, la pathétique Sarah. J'avais passé 2 décennies à accepter sa cruauté parce que je pensais la mériter. Mais j'avais 40 millions de dollars en banque, un Birkin à mon bras et la vérité dans ma poche, et j'en avais fini de fuir. Je me suis tournée vers David et j'ai embrassé sa joue. « Fais-moi confiance », ai-je chuchoté. « Je gère. » La prise de David sur mon bras se resserra. « Sarah, s'il te plaît, partons, c'est tout. Elle n'en vaut pas la peine. Rien de tout ça n'en vaut la peine. » Sa voix était basse et urgente, comme on parlerait à quelqu'un au bord d'un précipice. Il avait vu ce schéma se répéter tant de fois au cours des 3 années où nous étions ensemble. Emma me blessant, moi lui trouvant des excuses, moi lui pardonnant, le cycle recommençant. Il était protecteur et en colère pour moi d'une manière que je n'avais jamais pu l'être pour moi-même. « Si tu réponds, tu ne fais que lui donner plus de munitions, » continua-t-il. «
sa voix de professeur se manifestant, logique et mesurée. Les gens comme Emma ne changent pas. Ils en remettent une couche. Ils se font passer pour la victime. Tu diras quelque chose, et elle le déformera, et demain tu seras la méchante qui l'a attaqué à la réunion. Il n'avait pas tort. C'était exactement le mode opératoire d'Emma, mais quelque chose en moi avait changé au cours des 6 derniers mois. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que l'argent m'ait donné le recul nécessaire pour y voir clair. C'était la perspective. Pendant 6 mois, j'avais regardé Emma me faire l'étalage de sa richesse tout en ayant secrètement plus qu'elle. J'avais vu à quel point sa performance était désespérée, à quel point elle était vide. Je n'étais plus la fille en difficulté qui devait accepter ce traitement pour maintenir l'accès à sa vie. Je n'avais pas besoin de sa vie. J'avais la mienne, et elle était meilleure que la sienne de toutes les manières qui comptaient. Je me suis tournée vers David, et j'ai pris son visage dans ma main libre. « Fais-moi confiance, » dis-je doucement. « Je gère. » Son expression était inquiète, ses yeux sombres cherchant dans les miens le moindre signe que j'allais faire quelque chose que je regretterais. Mais je n'allais pas regretter ça. Pour la première fois en 20 ans, j'allais me défendre. Il a étudié mon visage un long moment, puis a hoché lentement la tête. « D'accord, je suis là si tu as besoin de moi. » C'est pour ça que je l'aimais. Il n'était pas d'accord avec ce que j'allais faire, mais il me soutiendrait quand même. Il me laisserait faire mes propres choix et me rattraperait si je tombais. Je lui ai tendu ma coupe de champagne, ajusté mon Birkin sur mon épaule, et j'ai commencé à marcher vers Emma. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Tous les yeux dans la pièce étaient sur moi, observant pour voir ce que la pauvre Sarah allait faire ensuite. Emma était toujours au micro, semblant enfin incertaine en me voyant approcher. Bien. Elle avait de quoi être incertaine. Je me suis approchée d'Emma et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir de la peur vaciller sur son visage. Mais ensuite, son sourire s'est élargi et j'ai réalisé qu'elle pensait que je venais accepter son humiliation publique avec grâce, comme je l'avais toujours fait. Elle tenait toujours le micro. Au lieu de reculer, elle en a rajouté une couche. « Vous voyez, tout le monde, c'est pour ça que j'aime Sarah. » Sa voix a tonné dans les haut-parleurs, mielleuse et condescendante. Elle est si résiliente. Même après tout, les relations ratées, les boulots sans avenir, le fait qu'elle vive toujours dans ce minuscule appartement, elle se montre quand même. C'est ça, la vraie force. Certaines personnes ont commencé à huer. D'autres ont crié « Emma, arrête !» Ça suffit. Mais elle a continué, surfant sur la vague de sa propre cruauté comme un surfeur qui ne voit pas les rochers devant lui. Et en fait, je dois avouer quelque chose. Elle s'est penchée vers le micro d'un air conspirateur, comme si elle allait partager un secret touchant. J'ai spécifiquement demandé au comité d'organisation d'envoyer une invitation à Sarah parce que je savais qu'elle ne pourrait jamais se permettre de venir à un événement comme celui-ci par ses propres moyens. Mon sang s'est glacé. Je leur ai dit « Nous devons nous assurer que Sarah reçoive une invitation. Elle a des difficultés et je veux qu'elle se sente incluse. » Elle a dit ça comme si c'était une bonne action, comme si elle était Mère Teresa. J'ai même proposé de payer son billet si elle ne pouvait pas se le permettre. C'est ça, l'amitié. S'assurer que personne n'est laissé pour compte. La révélation m'a frappée comme un coup physique. Ce n'était pas de la cruauté spontanée. C'était planifié. Emma avait orchestré ma présence à cette réunion spécifiquement pour m'humilier. Elle s'était assurée que je sois là pour pouvoir me parader comme son projet caritatif, la preuve de sa propre générosité et de son succès. Toute notre amitié, 20 ans, avait été le projet à long terme d'Emma d'avoir quelqu'un à qui se sentir supérieur. Je n'étais pas son amie, j'étais son accessoire, son miroir, son étalon de mesure. Elle m'avait gardée dans son entourage pendant 2 décennies parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui soit moins qu'elle pour qu'elle puisse se sentir plus. Marcus tirait maintenant sur son bras, son visage rouge de honte et de colère. « Emma, donne-moi ce satané micro. » Mais elle s'est dégagée de lui, me souriant toujours avec cette expression apitoyée. « Quoi? Sarah sait que je l'aime, n'est-ce pas, Sarah? » La salle était silencieuse, à l'exception du bruit de mes talons claquant sur le sol alors que je réduisais la distance entre nous. J'ai tendu la main. « Je peux voir ce micro une seconde? » Tout s'est cristallisé à cet instant. Toutes les années
à accepter moins, à croire à la version d'Emma de notre amitié, à penser que j'étais le problème. Tout s'est mis en place avec une clarté parfaite et brutale. Emma ne me gardait pas dans son entourage parce que nous étions amis. Elle n'entretenait pas cette relation par loyauté, affection ou histoire commune. Elle me gardait dans son entourage pour avoir quelqu'un à mépriser. J'étais sa photo d'avant, son exemple à ne pas suivre, sa preuve qu'elle avait réussi dans la vie. Chaque prêt, chaque compliment déguisé, chaque humiliation publique, tout faisait partie du même projet. Garder Sarah petite pour qu'Emma puisse se sentir grande. La colère que je ressentais n'était pas brûlante. Ce n'était pas cette rage ardente qui vous fait crier, pleurer ou jeter des objets. Elle était froide et claire, comme de l'eau glacée dans mes veines. J'ai fouillé dans mon sac à main, le sac Birkin que j'avais acheté le mois dernier pour 12 000 $ mais que j'avais été trop prudente pour porter n'importe où jusqu'à ce soir. Et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient instables. J'ai affiché la capture d'écran que j'avais sauvegardée il y a des semaines, celle que j'avais fixée pendant des nuits blanches, encore incapable de croire qu'elle était réelle. Mon relevé de compte. Certaines informations étaient masquées pour des raisons de confidentialité, mais le solde était limpide. 38 ans, 747, 293,17 $. J'avais aussi la lettre officielle de la commission de la loterie dans ma voiture, mais le relevé de compte suffirait amplement. J'ai levé les yeux et croisé le regard de David de l'autre côté de la pièce. Il avait vu ce que je faisais, et son expression s'est transformée, passant de l'inquiétude à toute autre chose, de la fierté. C'est ce que j'ai vu sur son visage, de la fierté, de l'amour et une sorte de satisfaction féroce. Il m'a fait un léger signe de tête, un message silencieux. « Je suis avec toi, fais-le. » Je me suis retournée vers Emma, qui tenait toujours le micro comme une arme, arborant toujours ce sourire qui disait qu'elle pensait avoir gagné. J'ai pris une profonde inspiration, et quand j'ai parlé, ma voix était calme, sur un ton de conversation, presque amical. « Je peux voir ce micro une seconde? » Emma a cligné des yeux, confuse par mon ton. Elle s'attendait à des larmes, de la colère ou une retraite précipitée. Elle ne s'attendait pas au calme. « Quoi? » »« Le micro, » ai-je répété, en tendant la main. « J'aimerais dire quelque chose. » Emma me tendit le micro, toujours confuse, pensant probablement que j'allais la remercier pour sa générosité ou faire une blague autodérisoire qui nous permettrait à tous de passer à autre chose. Marcus avait cessé de tirer sur son bras. La salle entière retenait son souffle. J'ai enroulé mes doigts autour du micro et j'ai senti son poids. Puis j'ai parlé, ma voix stable et calme, presque sur un ton de conversation, comme si je discutais avec des amis autour d'un café, au lieu de m'adresser à 200 personnes qui venaient de me voir me faire humilier publiquement. Merci pour cette introduction, Emma. Vraiment, très complète. Quelques rires nerveux ont parcouru la foule. Je veux clarifier quelque chose, cependant. Tu as raison de dire que je suis restée discrète sur ma vie ces derniers temps. C'était intentionnel. J'ai levé mon téléphone, le tournant lentement pour que les gens puissent m'en voir l'écran. Le relevé de compte, le solde. 38 747 293 17 $. Des halètements ont éclaté dans toute la salle de bal. Quelqu'un a dit « Putain de merde ». J'ai gardé ma voix égale. Il y a 6 mois, j'ai gagné 40 millions de $ à la loterie. Après impôt, je suis repartie avec un peu moins de 39 millions. Le visage d'Emma est devenu blanc. Pas pâle, blanc. Comme si on avait drainé tout le sang de son corps. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je ne l'ai dit à personne, ai-je continué. Pas à nos anciens camarades de classe, pas à ma famille élargie, et certainement pas à toi. Je voulais voir qui se souciait vraiment de moi en tant que personne par rapport à ceux qui se souciaient de ce que je pouvais leur donner. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Et tu sais ce que j'ai appris, Emma? Je l'ai regardée droit dans les yeux, et pour la première fois en 20 ans, je l'ai vue clairement, sans le filtre de mon propre désir désespéré de son approbation. Tu ne t'es jamais soucié de moi, ni au lycée, ni après, ni jamais. J'étais juste quelqu'un que tu gardais dans ton entourage pour te sentir mieux, pour te sentir supérieur, pour l'utiliser comme preuve que tu avais réussi dans la vie. J'ai rendu le micro à la coordinatrice de la réunion, stupéfaite, pas à Emma. Merci d'avoir enfin rendu ça clair.
Puis je me suis retournée et j'ai marché vers David, mes talons claquant sur le sol dans le silence absolu. Il m'a prise dans ses bras et je l'ai entendu chuchoter. « Je suis si fière de toi. » La réaction d'Emma s'est venue par étapes, comme si l'on observait quelqu'un traverser les phases du deuil à triple vitesse. D'abord, le déni. Elle a ri, un son aigu et hystérique. « Sarah, qu'est-ce que tu... Ce n'est pas... Tu plaisantes, n'est-ce pas? » Elle a essayé d'attraper mon bras, mais j'ai reculé dans l'étreinte protectrice de David. « C'était une blague. Je louais ta résilience. Tu sais que je t'aime. » Puis vint la colère. Son visage était devenu rouge et sa voix s'est faite acérée. « Tu me fais passer pour une méchante. C'est tellement typique de toi, de faire des histoires, de déformer tout ce que je dis. » Marcus a attrapé son épaule, son visage un masque de fureur et de mortification. « Emma, arrête. Arrête de parler. » Mais elle s'est dégagée de lui. « Non, elle est ridicule. Vous savez que je la soutiens. » Elle s'est tournée vers la foule, des larmes commençant maintenant à couler sur son visage, la face de désespoir. « Je l'ai toujours aidée, j'ai toujours été là pour elle. Dites-le leur. » Mais les gens reculaient comme si elle était radioactive. Personne n'a pris la parole. Personne ne l'a défendue. Plusieurs de nos anciens camarades d'Eva de classe se dirigeaient plutôt vers moi. Jennifer est arrivée la première. « Sarah, je suis tellement désolée d'avoir ri tout à l'heure. Je ne... Mon Dieu, je suis une telle idiote. Félicitations pour le gain. » D'autres ont suivi, s'excusant, me félicitant, me demandant comment j'allais. J'ai noté cyniquement que certains d'entre eux cherchaient déjà à renouer le contact, parlant de comment nous devrions absolument prendre un café et nous rattraper correctement. L'attention portée sur moi au lieu d'elle a fait basculer Emma. Sa crise est passée des pleurs aux cris à plein poumon. « Tu es une ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est moi qui t'ai faite, Sarah. Tu ne serais personne sans moi. Personne! » La salle de bal est redevenue silencieuse, mais cette fois le silence était horrifié. Ce n'était plus de l'attention sympathique, c'était assister à l'autodestruction de quelqu'un en temps réel. La sécurité a commencé à se frayer un chemin à travers la foule vers Emma. Marcus la tirait activement maintenant, sa main serrée autour de son bras. « On s'en va, maintenant. » Il m'a regardée, son expression peinée et désolée. « Je suis tellement désolée, Sarah. Je n'ai jamais réalisé. » Emma criait encore alors qu'il la traînait vers la sortie. « Elle ment. Ce relevé de compte est faux. Elle a toujours été jalouse de moi. Tout ça est faux. » Sa voix a résonné dans la salle de bal même lorsque les portes se sont refermées derrière eux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Lentement d'abord, puis d'autres se sont joints et soudain toute la salle applaudissait. Je suis restée là, le bras de David autour de moi, et je n'ai absolument rien ressenti. Aucun triomphe, aucune satisfaction, juste de la fatigue, une fatigue incroyable. David et moi avons quitté la réunion 20 minutes plus tard, bras dessus, bras dessous, sortant la tête haute. Nous étions restés assez longtemps pour parler à quelques personnes, pour accepter quelques excuses sincères, pour laisser le moment se décanter. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, plusieurs personnes avec qui j'avais vraiment été amie au lycée se sont approchées. Des personnes que j'avais perdues de vue au fil des ans, parce qu'Emma avait monopolisé tout mon temps et mon énergie. Tom de l'équipe de débat m'a serré dans ses bras et m'a dit « J'ai toujours pensé qu'elle était horrible avec toi. Je suis content que tu l'aies enfin vue. » Jessica, qui était assise à côté de moi en cours d'anglais avancé, a échangé son numéro avec moi. Restons vraiment en contact cette fois, sans elle au milieu. Jennifer nous a raccompagnés à la porte. « J'ai arrêté d'être amie avec Emma il y a 3 ans, a-t-elle avoué. Elle m'a fait un coup similaire lors d'une fête d'anniversaire, a fait tout un spectacle en payant mon dîner, puis a dit à tout le monde que je traversais une période difficile financièrement. Ce n'était pas le cas, elle avait juste besoin de se sentir supérieure. » Elle m'a serré la main. Elle est un cauchemar sur les réseaux sociaux depuis. Elle n'arrête pas d'étaler sa richesse, de rabaisser les gens dans les commentaires. Je suis si contente que tu sois libérée d'elle. Le trajet du retour s'est fait en silence. David tenait ma main sur la console centrale pendant que je regardais par la fenêtre, en train de tout digérer.
Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Les messages affluaient. Des excuses de gens qui avaient ri, des félicitations pour le gain à la loterie, des questions pour savoir si j'allais vraiment bien. Et puis, les messages d'Emma. Ils ont commencé par la colère. « Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? Tu es une menteuse et tout le monde le saura. » Puis manipulateur. « Je suis tellement blessée, Sarah, après tout ce que nous avons traversé. S'il te plaît, appelle-moi pour qu'on puisse en parler. » Puis désespéré. « Tu me dois une explication. J'ai été ton amie pendant 20 ans. Tu ne peux pas jeter ça comme ça. » Je les ai regardés arriver, l'un après l'autre, oscillant entre la rage et la manipulation comme si elles suivaient un manuel. David a jeté un coup d'œil à mon téléphone. « Bloque-la. » C'est ce que j'ai fait. J'ai bloqué son numéro, ses réseaux sociaux, son email, tout, disparu. Le lendemain matin, David m'a montré l'Instagram d'Emma. Elle avait publié une longue légende décousue, affirmant que je lui avais tendu une embuscade à la réunion, que l'histoire de la loterie était inventée, que j'étais jalouse de son succès et que j'essayais de ruiner sa réputation. Mais la section des commentaires était brutale. Des gens de la réunion la dénonçaient, postant leurs propres histoires de la cruauté d'Emma au fil des ans. Tu l'as humiliée au micro devant 200 personnes. J'étais là. Elle nous a montré son relevé de compte. Tu mens. C'est que tu as toujours été Emma. Dans l'après-midi, elle avait commencé à supprimer des publications. À la fin de la semaine, j'ai appris par Jennifer qu'Emma et Marcus suivaient une thérapie de couple. Apparemment, voir sa femme crier que quelqu'un ne serait personne sans elle avait enfin montré à Marcus quel genre de personne il avait épousé. Il était horrifié. Leur vie parfaite se fissurait. 3 mois après la réunion, David et moi avons acheté une maison dans le Colorado, loin d'Emma et de tous ceux qui ne m'avaient jamais vue que comme inférieure. Elle est magnifique, vue sur les montagnes, d'immenses fenêtres, une cuisine dans laquelle j'ai vraiment envie de cuisiner. Mais le meilleur, c'est qu'elle est à nous et que personne ici ne connaît notre histoire. Nous prévoyons un petit mariage pour le printemps prochain. Juste les amis proches et la famille. Les gens qui nous aimaient avant l'argent et qui nous aimeront après. J'ai créé une fondation caritative qui rembourse les dettes médicales et les prêts étudiants des personnes en difficulté, le genre d'aide que j'aurais aimé avoir quand je me noyais sous les factures et la honte. Aider les gens anonymement, sans fanfare ni reconnaissance, m'a apporté plus de satisfaction que cette confrontation à la réunion n'aurait jamais pu le faire. Je pense parfois à Emma, à notre amitié, et je comprends enfin ce que c'était. J'ai confondu la familiarité avec la loyauté. J'ai accepté des miettes et j'ai appelé ça de l'amour. Je suis restée dans une relation qui me faisait du mal parce que partir me semblait plus effrayant que de rester, parce que j'avais construit mon identité autour du fait d'être son amie. Le soulagement d'être libérée de cette dynamique est immense, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 20 ans et que j'avais enfin expiré. Jennifer m'envoie des nouvelles de temps en temps, des captures d'écran des réseaux sociaux d'Emma. Elle continue de poster sur la richesse et le statut, mais maintenant les commentaires sont pleins de gens qui la dénoncent, lui demandent si elle s'est excusée auprès de moi, lui rappelle ce qu'elle a fait. Je ne ressens aucun triomphe face à sa chute. Je ne me sens ni vengée, ni satisfaite de voir sa réputation s'effondrer. Je me sens juste libre. Libre de feindre la gratitude pour des miettes. Libre d'accepter la cruauté déguisée en sollicitude. Libre d'être l'accessoire de quelqu'un dans sa performance de supériorité. David m'a demandé la semaine dernière si je regrettais de l'avoir dénoncé si publiquement, et honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi aurait aimé simplement partir avec dignité et la laisser s'interroger. Une autre partie est heureuse d'avoir enfin pris ma défense après 2 décennies de silence. Alors, dites-moi, ai-je bien géré la situation? Aurais-je dû simplement partir et prendre de la hauteur? Ou Emma méritait-elle d'être dénoncée devant tout le monde après avoir orchestré mon humiliation? Parce qu'honnêtement, je ne sais toujours pas si je suis allée trop loin ou pas assez loin.